Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Et voici les titres du journal. Le Front Polisario célèbre le 50e anniversaire de sa création. La diplomatie sahraoui alerte la communauté internationale sur le fait colonial dans les territoires occupés du Sahara occidental. Au Soudan, les affrontements reprennent autour de la ville de Niala entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Sommet du G7 à Hiroshima au Japon, la Chine et la Russie au centre des discussions. Et en marge du sommet, la première ministre italienne Giorgia Meloni exhorte le FMI à débloquer une aide à la Tunisie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Front Polisario célèbre le 50e anniversaire de sa création. Les Sahraouis ont prévu des grandes festivités pour marquer cette journée. Des défilés militaires et des conférences seront donnés à un événement assisté par plusieurs médias et personnalités politiques. Les détails avec Khadija Hadaoui. Le Front Polisario souffle sa 51e bougie. Cette date hautement symbolique pour le peuple sahraoui marque le déclenchement de la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol et l'occupation marocaine. À cette occasion, des festivités sont organisées pour fêter cette date anniversaire empreinte de valeurs de lutte et de combats acharnés. Un défilé militaire est organisé ce samedi au niveau des camps des réfugiés sahraouis sous la supervision du président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Ce défilé militaire permet de mettre en valeur les capacités militaires, tactiques et logistiques de l'armée sahraoui. De nombreuses délégations et personnalités étrangères y prennent part aux côtés des amis de la cause sahraoui et des défenseurs des droits de l'homme. Le public est bien évidemment au rendez-vous. Des enfants, des femmes, des jeunes et moins jeunes sont venus assister à ce défilé symbolique à plusieurs égards pour témoigner leur fierté d'appartenance et leur soutien à leur armée. Plus de 100 organes médiatiques de différents pays étrangers sont présents sur place pour couvrir cet événement. Un programme aussi riche que varié a été concocté par les autorités sahraouies pour marquer les festivités. Outre les défilés militaires et civils, de nombreuses conférences thématiques et tables rondes en rapport avec l'événement sont programmées pour aujourd'hui et demain. À cette occasion, le président de la République arabe sahraoui, Brahim Ghali, a salué l'Algérie dans son soutien à la lutte de son peuple. Nous saluons chaleureusement, nous remercions et nous sommes reconnaissants à tous nos frères, les alliés et les amis à travers le monde qui ont soutenu et continuent de soutenir la lutte de notre peuple, à leur tête, l'Algérie, pays frère. Brahim Ghali est revenu sur la lutte de son peuple et de cette jeunesse qui a repris le flambeau. Après un demi-siècle de lutte et de combat, nous sommes absolument confiants que les enfants de la révolution du 20 mai seront les meilleurs successeurs des meilleurs prédécesseurs. La dernière colonie du continent célèbre donc son 50e anniversaire de lutte. En cette date, le Front Polisario a vu le jour pour acclamer haut et fort le droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Les détails, Souila Akilel. Le Polisario fête ses 50 ans d'existence, un demi-siècle de combat acharné pour sa cause, d'abord contre l'occupant espagnol, ensuite contre l'occupant marocain, qui continue à ce jour d'occuper les terres sahraouies, de piller les richesses et bafouer les droits légitimes d'un peuple meurtri par tant d'années de souffrance. Des prisonniers qui croupissent dans les geôles marocaines et subissent les sévices les plus atroces très souvent durant des années. Yahya Mohamed El-Hafed Isa, lui qu'on appelle le Mandela sahraoui, en a fait l'amère expérience.
La seule arme dont dispose le prisonnier sahraoui pour embarrasser l'occupant marocain est la grève de la faim. Moi, personnellement, j'ai fait cette grève de la faim, dont la plus longue a duré 63 jours, c'est-à-dire 2 mois et 3 jours. Exactement, je pesais 28 kilos. Chaque fois que j'ai entamé une grève de la faim, j'atteignais mes objectifs. Il faut vraiment être patient. Il n'y a pas plus difficile que la grève de la faim. C'est une arme à double tranchant. En ce qui concerne ma cause, ça a été efficace. Ce double anniversaire, célébré en grande pompe par les autorités sahraouies en communion avec le peuple et les amis qui défendent sa cause, est l'occasion pour le peuple sahraoui de renouveler son serment, de poursuivre avec détermination le combat à son terme jusqu'à la victoire. Ces 50 ans signifient beaucoup pour le peuple sahraoui. Ils commémorent ce double anniversaire de la création du Polisario et de la lutte armée. Seuls les Sahraouis et les libres de ce monde, à leur tête l'Algérie, avec ses principes qui prend la liberté des peuples, elle qui a vécu la colonisation, seuls eux connaissent la valeur de la liberté. Les Sahraouis sont les seuls réfugiés au monde qui ont combattu pour leur liberté et ont bâti eux-mêmes un État sahraoui en attendant de retrouver une souveraineté totale. Ce 50e anniversaire coïncide avec un retournement de situation en faveur de la cause sahraoui. Après des années de mutisme, des Nations Unies et de la communauté internationale, plusieurs pays ont rallié la cause sahraoui, lâchant au passage le Maroc qui a vu sa cote baisser sensiblement après l'affaire du Maroc Gate, qui n'a fait finalement que dévoiler sa véritable face cachée de puissance coloniale, ce qui constitue un revers pour le Merzen et un succès diplomatique retentissant pour le Sahara occidental. Et le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Sidati, est revenu sur un demi-siècle de parcours de lutte sahraoui dans son combat pour l'autodétermination. Le peuple sahraoui fête l'an 50 de sa lutte, de sa révolution. C'est dire aussi ce qui a été réalisé. Je ne vais pas m'étaler sur l'épreuve subie par le peuple sahraoui, sur les souffrances qu'a vécu le peuple sahraoui, sur le grand, si je peux dire, tribut ou sacrifice qui a été celui du peuple sahraoui durant un demi-siècle. Mais je dirais, au moins, non seulement nous sommes fiers pour un certain nombre de raisons. Nous sommes fiers que le peuple sahraoui, certains ont signé son acte de mort en 1975. Et aujourd'hui, il est là, présent et plus fort, plus uni que jamais. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, est également revenu sur l'accord commercial entre l'Union européenne et Rabat. Sidati demande réparation. Là où le bas blesse a été le fait que l'Union européenne et plus précisément le Conseil des États, et la Commission sont passés outre la loi et le droit international et ont conclu en catimini des accords avec le Royaume du Maroc, incluant la bataille juridique que mène le peuple sahraoui ne fait que commencer. Et surtout, j'insiste sur un point, que maintenant nous allons passer à une vitesse supérieure, à une phase beaucoup plus importante en demandant aux institutions européennes qui ont violé le droit international et qui ont passé outre les décisions de la Cour européenne, nous allons demander réparation pour préjudice pour le peuple sahraoui. Je crois que c'est le point le plus important. La situation au Soudan reste tendue, cette fois-ci dans la ville de Niala, qui a connu des affrontements entre les deux parties belligérantes, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le point sur la situation sur le terrain avec Tinin Al-Makassi. C'est un autre samedi d'affrontement au Soudan, entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. 2 villes ont été le théâtre des combats, la capitale Khartoum et Nila, chef-lieu de la wilaya du Darfour du Sud. Selon les sources locales, le bruit d'armes lourdes a retenti dans plusieurs quartiers des 2 villes. Même scénario à Omdurman,
canaux antiaériens et bombardements. Depuis le début du conflit entre les parties belligérantes, plusieurs villes sont devenues de véritables champs de bataille, notamment Khartoum et Nila, faisant des centaines de morts et de blessés. Selon les chiffres avancés par le syndicat des médecins soudanais, environ 1000 morts sont à déplorer au cours des combats, principalement à Khartoum et dans les environs. Les violences de vendredi et samedi dernier à El Janina, à eux seuls, ont fait au moins 280 morts, affirme la même source. Par ailleurs, les deux parties s'affrontent également par communiqué interposé, rendant difficile aux observateurs l'évaluation de la situation sur le terrain. Cela dit, la situation humanitaire continue à inquiéter la communauté internationale. Et ce, en dépit d'un accord signé à l'issue de discussions en Arabie Saoudite entre des représentants de l'armée et des FSR, prévoyant de dégager des couloirs d'évacuation de civils tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Mais pour le moment, l'accord semble avenant et non substantiel. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Belgrade, la capitale de la Serbie, pour réclamer la démission des hauts responsables et la régulation des contenus violents dans les médias à la suite de 2 tueries de masse. C'est la 3e fois en 15 jours que les gens descendent en nombre dans la rue après des fusillades qui ont semé l'effroi dans ce pays des Balkans. Le 3 mai dernier, un adolescent de 13 ans est accusé d'avoir assassiné des élèves et un garde dans l'établissement scolaire qu'il fréquentait dans le centre de Belgrade. On reste en Europe, plus de 700 personnes ont été évacuées dans l'ouest de l'Espagne à cause d'un important feu de forêt. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les autorités qui ont dépêché sur place une unité militaire spécialisée dans la lutte contre les grands incendies. Les feux se sont déclarés depuis mercredi dernier dans la région de Pino Fruaquendo, à l'ouest de l'Espagne. Et au moins 13 morts ont été déplorés dans la région d'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. Des intempéries qui ont provoqué des crues et des glissements de terrain depuis 2 semaines. Les agriculteurs font face à une situation de détresse pour leurs terres submergées par les fortes pluies. Ce fossé ici coule au fond et au fond. Entre-temps, l'eau en bas n'a pas disparu. Et cela reste ici. Vous voyez ici qu'elle est juste dans le fossé et là qu'elle est encore hors du fossé. Ce matin, elle venait encore ici. Maintenant, ça commence à se retirer et puis ça s'en va. Mais ce truc-là reste ici. Ça ne s'en va pas. Conflit en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba est revenu sur la médiation internationale concernant la crise ukrainienne. Pour Kiev, il s'agit de se conformer au droit international. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie ukrainienne. La médiation devrait conduire à la restauration complète de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous n'avons besoin de rien de plus qui nous appartient en vertu du droit international. Mais nous ne céderons pas 1 km² de notre territoire. Et aucun plan de paix, aucune initiative de paix ou aucune médiation ne devrait impliquer une perte juridique ou factuelle du territoire ukrainien. La ville emblématique d'Hiroshima au Japon a connu des manifestations contre le sommet du G7. Les rassemblements se sont déroulés sous une forte escorte policière. À noter que ce rendez-vous des grandes puissances est axé sur le conflit en Ukraine. Les travaux verront la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au Japon, toujours le sommet du G7 s'est clôturé et des discussions portant principalement sur la Chine et la Russie, les pays membres souhaitant établir une politique commune vis-à-vis de Pékin et de Moscou. Pékin, quant à elle, a exprimé son désarroi. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Après une escale éclair à Jeddah pour assister au sommet arabe, Zelensky s'est rendu à Hiroshima, attendu par les leaders du G7 dans un sommet où il occupe une place d'invité d'honneur. Et pour cause, cette édition du sommet se consacre principalement à la Russie et à la Chine dans une volonté de contenir militairement la Russie et économiquement la Chine.
1 an et 3 mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, le bloc occidental peine encore à perturber la Russie dans son effort de guerre, dernier volet en date abordé par l'Occident, un embargo sur les diamants russes. Par ailleurs, après plusieurs tergiversations, Washington a donné son feu vert pour l'envoi de F-16 américains en Ukraine. Réclamé depuis longtemps par Zelensky, l'appareil est mondialement réputé pour son efficacité et sa polyvalence. Anthony Blinken avait pourtant déclaré que la fourniture d'avions américains serait inutile si les Ukrainiens ne savaient pas s'en servir. Le gaz russe, quant à lui, continue de s'exporter sur les marchés internationaux, notamment dans les pays européens, qui financent malgré eux l'effort de guerre de Moscou. Quant à la Chine, les membres du G7 ont prévenu Pékin que toute tentative de coercition économique aurait des conséquences. Les pays occidentaux aspirent à se défaire de la dépendance économique vis-à-vis de la Chine, deuxième économie mondiale. La Chine n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement suite au communiqué final du G7. Selon Pékin, le groupe des 7 s'obstine à manipuler, discréditer et attaquer la Chine. Et le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté le G7 à cesser de faire le buzz sur les questions liées à la Chine. Une réaction suscitée par le dernier communiqué du G7 à Hiroshima, dans l'ouest du Japon. Et pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les décisions qui sont prises au sommet du G7 à Hiroshima visent à contenir la Russie et la Chine. Une déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères lors d'une réunion du Conseil russe de politique étrangère et de défense. Et au moment où plusieurs puissances mondiales se rencontrent au Japon pour un nouveau rendez-vous du G7. La première ministre italienne Giorgia Meloni a appelé ce samedi lors du sommet du G7 au Japon le Fonds monétaire international FMI à adopter une approche pragmatique pour débloquer des financements à la Tunisie sans conditions préalables. En marge du G7 à Hiroshima, Giorgia Meloni a d'ailleurs rencontré la directrice générale du FMI ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour évoquer la question de l'immigration et notamment la Tunisie. La première ministre italienne Giorgia Meloni a ce samedi, lors du sommet du G7 à Hiroshima, appelé le Fonds monétaire international, le FMI, à adopter une approche pragmatique pour débloquer des financements à la Tunisie sans conditions préalables et sans pour autant exercer une pression sur le président tunisien Kais Saied. Des propos déclarés par la délégation officielle qui accompagne la chef du gouvernement italien au G7. En marge de ce sommet, Giorgia Meloni a rencontré la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva en compagnie de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour évoquer la question de l'immigration et notamment la Tunisie, selon les mêmes sources. Le président français Emmanuel Macron s'est également joint à Meloni, une rencontre qui intervient après que Macron ait exprimé sa solidarité avec l'Italie suite aux inondations meurtrières de cette semaine en Émilie-Romagne, assurant sur la plateforme Twitter que la France était prête à fournir toute l'assistance utile. La France s'est alignée à la demande de Meloni, estimant que la finalisation d'un programme d'aide entre la Tunisie et le FMI était une priorité. La dernière rencontre de Macron et Meloni remonte à 2 mois lors du Conseil européen de Bruxelles. Rome et Paris rencontrent des discordes diplomatiques en raison des critiques des responsables français à l'égard des positions du gouvernement italien. Les relations se sont détériorées suite au sort des 234 migrants secourus en mer par une organisation caritative, opposant le gouvernement du président français Emmanuel Macron au gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni. L'accroissement des débarquements de migrants, notamment libyens cette année en Italie, pourrait être à l'origine de l'appel de Rome à venir en aide à Tunis. Rappelant que la Tunisie a obtenu un accord de principe du FMI à la mi-octobre dernier pour un nouveau prêt de près de 2 milliards de dollars afin de l'aider à surmonter sa crise financière. Mais que depuis, cette promesse n'a jamais été suivie de fait, laissant la Tunisie seule face à la crise des migrants. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.